Alors, Peter Görner est né en 1950 en Tchécoslovaquie. Il a suivi des études de génie chimique à l'École supérieure d'industrie chimique de Bratislava. Il a soutenu sa thèse en chimie physique et en électrochimie à l'Université Charles de Prague. Le sujet portait sur les interactions moléculaires dans les systèmes dispersés. De 1974 à 1984, il a mené des recherches sur les propriétés physico-chimiques des particules minérales dans le cadre d'études sur l'éthiopathogènèse de la silicose du mineur. Et c'est à partir de ce genre de choses, de sujets, que j'ai rencontré Peter un peu plus tard. Arrivé en France en 1984, 5 ans avant la disparition du rideau de fer, il continua ses recherches d'abord à l'Institut Pasteur, puis au centre du CERCHAR, le fameux centre de recherche des charbonnages de France, sur l'exposition des employés aux aérosols miniers, donc dans la continuité de ses études précédentes. En 87, il arrive à Nancy. Il rentre à l'INRS au laboratoire de métrologie des aérosols. Il a lui-même dirigé de 2006 à 2016. Ces études, des interactions moléculaires dans les systèmes dispersés l'ont conduit à publier en 89 la théorie généralisée des forces de Van der Waals, qui fait encore référence dans le domaine des forces d'adhérence entre particules. Ses recherches sur la mécanique des aérosols appliquées aux voies respiratoires humaines l'ont amené à participer au niveau international aux définitions conventionnelles des fractions d'aérosols liées à la santé en 1992. Au sein de son laboratoire, il a participé aux recherches expérimentales sur les sélecteurs aérodynamiques des particules et sur l'application de méthodes optiques de diffusion de la lumière pour détecter et mesurer ces particules aéroportées. Il a publié une 50aine d'articles scientifiques dans les journaux internationaux à comité de lecture. Il est auteur de 5 brevets d'invention concernant les appareils de prélèvement des aérosols atmosphériques en hygiène industrielle. Dans son laboratoire que dirige maintenant Sébastien Beau, je veux dire que l'appareillage est assez spectaculaire. Il est membre de l'International Editorial Board de la revue britannique Journal of Occupational Hygiene jusqu'à retraite en 2017. Voilà. Il appartenait aux nombreuses sociétés savantes en France et à l'étranger dont je ne donnerai pas les noms parce qu'il y en a un certain nombre. Voilà. C'était la tête à toi. Merci Francis pour la présentation. Bon, je répète que la communication aujourd'hui, c'est sur la détection et mesurage des nanoparticules dans l'air en vue de l'évaluation de l'exposition des personnes aux nanoaérosols. J'ai fait cette communication avec mon jeune collègue qui est ici présent, Sébastien Beau, et tous les travaux viennent de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité sur les maladies professionnelles et les accidents de travail, et du laboratoire de métrologie des aérosols. Voilà. Je vous rappelle une précédente communication, la taille des particules inhalées et leur effet sur la santé. Je l'ai présenté ici en 2019, c'est déjà la préhistoire, mais depuis, c'est Covid qui est passé. Et le sous-titre de cette conférence, c'était que ce ne sont pas toujours les particules les plus fines qui sont les plus dangereuses pour la santé. Et on a parlé que des aérosols, je dirais, micrométriques, très bien connus, les aérosols industriels, qui sont à l'origine, qui sont la silice cristalline, ambiante, poussière de bois, la farine, qui sont à l'origine des pathologies connues comme des pneumoconiose, silicose, cancer de plèvre, cancer des ethmoïdes, etc., etc. Et on est arrivé jusqu'à la fameuse définition des fractions conventionnelles d'aérosols liées à la santé, qui font partie de mesures en vue de mesurer l'exposition des personnes. Et on s'est rendu compte que les manifestations pathologiques sont dues à une concentration qu'on peut mesurer en pondéral, c'est-à-dire en milligrammes ou microgrammes de particules par mètre cube. Voilà. On va maintenant changer
Et notre conférence d'aujourd'hui concerne les nanoparticules dans l'air. Donc, quelle est la différence entre les micros et les nanos? Bon, ils sont beaucoup plus petits. La surface spécifique est très développée, la réactivité chimique est supérieure. Et aussi, les propriétés physiques peuvent être modifiées. Comme vous voyez ici, il y a des suspensions colloïdales de la même matière, mais en fonction de la taille de particules, la couleur de suspension est différente. D'ailleurs, je peux vous dire que la chimie des colloïdes est une science relativement ancienne. C'était déjà une chimie de nanoparticules. Sauf que ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Et en plus, bon, nous, ça nous intéresse moins parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les nanoparticules dans l'air, c'est-à-dire les nanoaérosols. Il y a deux familles principales de nanoparticules. On peut dire les nanoparticules naturelles ou manufacturées. Manufacturés, c'est ceux qui naturellement n'existent pas. J'en mets que 3 exemples: le nanotube de carbone, foudérène, graphène, tous basés sur l'atome de carbone. Et les nanoparticules naturelles, vous avez aussi quelques exemples de clichés microscopiques. Ce qui est intéressant, et regardez-le bien, ils ont une propension extrême pour la coagulation. C'est-à-dire, les nanoparticules sont très très peu isolées une de l'autre. Ils sont souvent collés sur les particules microscopiques ou entre elles. Au départ, il faut qu'on parle un peu qu'est-ce que c'est une taille de particule. Je vous explique sur cet exemple. Vous avez ici une particule. Sorry, peut-être ça marchera pour vous la montrer. Voilà. C'est un agglomérat qui est formé de 4 nanoparticules, hein, à peu près de 20 nanomètres. Et cette particule-là, elle est aussi encore nanométrique parce qu'on dit conventionnellement que les particules nanométriques, ça va jusqu'à 100 nanomètres. Qu'est-ce qu'il est la taille de cette particule? Ben, c'est assez difficile à dire, mais on peut s'aider avec les diamètres, on dit de substitution. Par exemple, si on entasse le volume de ces 4 particules dans une seule sphère, ben on aura le diamètre de cette sphère, et elle aura un certain diamètre qu'on peut appeler le diamètre équivalent en volume. Du coup, on dit que cette particule, elle a diamètre équivalent en volume de 32 nanomètres. Comme ça, on peut définir diamètre de la sphère de la même surface. On a le diamètre équivalent en surface. Le diamètre de la sphère avec la même vitesse limite de chute. On a beaucoup utilisé ça dans les aérosols atmosphériques. C'est un diamètre équivalent en vitesse limite de chute, c'est-à-dire en sédimentation. Et bon, on peut encore définir d'autres diamètres, diamètre sphère de la même mobilité électrique, ou diamètre de diffusion, ou le diamètre optique qui est équivalent en diffusion de lumière. Je vous ai énuméré tout ça parce que ça va nous aider un peu de cerner des nanoparticules. Ce qui nous intéresse à nous, c'est surtout le nano-aérosol, c'est-à-dire les particules qui sont aéroportées. Ça, c'est ici un exemple de l'efficacité de filtration sur les filtres fibreux. Et je l'utilise pour vous montrer le mécanisme de filtration qui, comme vous voyez ici, à partir des particules qui sont grosses, avec une efficacité de filtration bonne, cette efficacité diminue et elle trouve un minimum à peu près entre 0,1 et 0,2 micromètres, c'est entre 100 et 200 nanomètres. Et à partir de là, en diminuant la taille de particules, de nouveau, l'efficacité monte. Tout ça, c'est dû au changement de mécanisme. Alors, le mécanisme de filtration des particules micrométriques, c'est un mécanisme inertiel qui dépend surtout de la vitesse des particules et de leur masse. Et pour les particules très fines, c'est-à-dire nanométriques,
ce mécanisme, il est remplacé par le mécanisme de diffusion brownienne. Entre parenthèses, ce qui est intéressant ici, on dit on peut pas filtrer les nanoparticules parce qu'ils sont très petits. C'est pas vrai. On peut très bien filtrer les nanoparticules. Le problème, c'est justement entre les nanos et les micros. Voilà. On va maintenant commencer vraiment à parler des techniques de détection et de mesurage. Le mesurage ou séparation des nanoparticules et des microparticules, ici, c'est l'exemple d'un impacteur à l'étage. On utilise des buses de plus en plus petits pour accélérer les particules et on fait impacter ces particules sur les plateaux. On voit que la grosse particule, à une certaine vitesse, elle va s'écraser sur le premier plateau. La deuxième, plus petite, elle va contourner le petit plateau, mais elle va s'écraser quand même sur le deuxième. Et la toute petite particule, elle va toujours suivre les filets d'air et elle va éviter toute impaction. Ces impacteurs inertiels, on les utilisait beaucoup pour mesurer les aérosols micrométriques. Ils peuvent être en plusieurs étages, souvent 7-8 étages. Mais à la fin, quand on arrive au niveau à peu près de 200 micromètres, on ne peut plus impacter les particules. C'est-à-dire ce qui sort à la fin de l'impacteur, ce ne sont que des nanoparticules. Comme ça, on arrivait à séparer le aérosol global en aérosol micrométrique et nanométrique. Il faut dire que ça se fait avec beaucoup de pertes. Il y a énormément de nanoparticules qui sont arrêtées plus haut parce qu'elles sont agglomérées avec les particules micrométriques ou elles sont nanostructurées et elles deviennent micrométriques. Et en pesant les plateaux, on peut avoir la distribution granulométrique de l'aérosol en fonction du diamètre aérodynamique, et on peut mesurer la concentration pondérale de ces aérosols. Je dirais que toutes les particules plus petites que 200 nanomètres sortent de l'impacteur. On peut quand même s'arranger pour continuer avec l'impacteur en diminuant la pression. Quand on diminue beaucoup la pression d'air, on peut impacter les particules beaucoup plus petites. C'est l'impacteur à basse pression, c'est-à-dire on peut encore utiliser cette technique pour détecter et mesurer les nanoparticules. Par contre, les plateaux d'impaction, on peut plus les peser parce que les masses sont tellement faibles qu'ils sont presque indétectables. Comme ça, on s'arrange de charger les particules et de utiliser comme plateau de l'impact les électromètres. Et on peut arriver à séparer les particules toujours en fonction du diamètre aérodynamique, mais en mesurant la concentration en nombre de particules, pas en masse, par le volume d'air. Deuxième technique de détection des particules, je parle encore des micros, c'est la détection optique. Ça, c'est très très facile. On connaît la théorie de Mie et à partir de cela, on peut calculer la distribution spatiale de la lumière diffusée autour d'une particule s'il est frappé par un faisceau de lumière monochromatique. Et si on connaît l'indice de réfraction de cette particule, la longueur d'onde du laser, on peut par exemple en déduire la taille. Cette taille-là, c'est ce que j'ai appelé la taille optique, c'est-à-dire équivalent en diffusion de lumière. Malheureusement, pour les nanoparticules, ça ne va plus. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, que les nanoparticules sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière utilisée. Et dans ce cas-là, la théorie de Mie ne fonctionne plus. Il y a une autre théorie qui s'appelle la théorie de Rayleigh qui peut être éventuellement utilisée, mais malheureusement la énergie diffusée par les fines particules est tellement petite qu'elle est indétectable.
Ici, on voit que l'énergie diffusée, elle est fonction de sixième puissance de diamètre. C'est-à-dire que si une particule est diminuée en taille par 10, la diffusion de lumière est diminuée par 1 million. Vous voyez ici un compteur optique de particules classique où on aspire les particules et on les amène dans le faisceau laser pour détecter dans le photodétecteur le passage des particules, et on peut les compter. Et comme je disais, on peut mesurer aussi leur taille. Pour les nanoparticules, ça ne marche pas, mais on peut s'arranger en faisant grossir ces particules. On va les faire passer par une chambre dans laquelle il y a des vapeurs saturées d'un liquide, souvent en alcool, et les particules vont se comporter comme les noyaux de condensation. Les vapeurs vont condenser sur les particules, et les particules deviennent suffisamment grosses pour être comptées, pour être détectées, et comme ça, on peut mesurer la concentration de nanoparticules en nombre de particules par volume d'air. Par contre, on n'a aucune information sur leur taille, parce que leur taille a été modifiée. Ce sont des appareils qui s'appellent plus compteurs optiques, mais les compteurs de noyaux de condensation. Et avec ces appareils-là, relativement simples, on s'est rendu compte que pratiquement partout, il y a une concentration de nanoparticules dans l'ordre de grandeur de milliers de particules par centimètre cube. C'est ici, c'est dans la rue, c'est partout. On ne le savait pas, c'est pas dangereux parce que ça existait toujours. Mais les nanoparticules qui sont naturelles, issues de condensation ou de désintégration, on en est entouré. Le troisième principe de détection, c'est la diffusion brownienne. Vous voyez ici une suspension colloïdale qui est éclairée et filmée. Et vous voyez que les particules bougent parce que les molécules de liquide les font bouger. Ce qui est important de se rendre compte que c'est en une seconde, une particule de 10 nanomètres parcourt une distance 5000 fois plus importante par diffusion que par la gravité. Ça veut dire que les nanoaérosols ne sédimentent pas, mais ils bougent beaucoup avec la diffusion. Ce principe, il est utilisé dans les batteries de diffusion. Ce sont des cylindres par lesquels on fait passer très lentement un aérosol, et le cylindre est divisé par les grilles qui sont tout à fait macrométriques, les grilles métalliques. D'abord 2 grilles, après 5 grilles, après 10 grilles. Et à chaque fois, entre les 2 séries de grilles, on peut échantillonner et mesurer le nombre de particules par les compteurs de noyaux de condensation. Et on va capter les plus fines particules sur les premières, encore un tout petit peu plus grandes sur le deuxième étage, etc., etc. Et on peut avoir accès à la concentration en nombre de particules en fonction de leur diamètre de diffusion. Voilà. Et le dernier principe, c'est la mesure de mobilité électrique des particules. Bon, c'est le fameux principe de Thomson qui s'est rendu compte que en passant les électrons dans un champ électrique, l'électron va dévier. La déviation, elle est due au rapport de la charge de la particule par sa masse. Si on connaît la charge, on peut déduire la masse et vice-versa. Vous voyez ici le principe, entre 2 électrodes, on peut faire passer aérosol et en fonction de potentiel, les particules vont toujours aller vers une électrode parce que on les charge préalablement, unipolairement. Et si on aménage ici une petite sortie, on peut détecter ces particules soit par un électromètre, soit par un compteur de noyaux de condensation. Et en changeant le potentiel, on va changer les trajectoires. On peut de nouveau mesurer la concentration des nanoparticules
en nombre par centimètre cube et faire une distribution en diamètre de mobilité électrique de particules. Vous voyez, quand j'ai défini les différents diamètres de substitution, ça donne pas toujours le même chiffre. Voilà. Ici, comme exemple, il y a 4 histogrammes sur 4 situations industrielles. Ce sont des mesures qui ont été faites par impacteur basse pression, c'est-à-dire que sur l'axe de Y, vous avez la concentration en nombre de particules, mais sur l'axe de X, ils sont distribués en fonction de la taille qui est en diamètre aérodynamique des particules. Vous pouvez voir que les aérosols, en fonction de ce qu'on mesure, sont plus ou moins dispersés, plus ou moins nanométriques, ici ou moins. Tout ça, ça a été fait d'abord par séparation des nanos et en utilisant l'impacteur basse pression. C'est-à-dire qu'on devrait avoir que des nanoparticules. Mais on en a beaucoup qui dépassent les 100 nanomètres. Et ça, c'est dû à la coagulation. Voilà. C'était les principes. Ils sont 4. Maintenant, essayons de mesurer l'exposition des personnes. C'est assez difficile parce que on a beaucoup de méthodes. Ils sont très, très différents. Et chacune donne une autre information, c'est-à-dire on est très démuni par rapport à ces aérosols, par rapport aux aérosols classiques où on savait mieux faire. Bon, je vous donne un exemple ici. C'est un chariot où on a mis tous les appareils possibles et impossibles sur les différents principes. En plus, il y a un prélèvement classique de la fraction alvéolaire de l'aérosol et il y a aussi les prélèvements sur les supports microscopiques. On est amené tout ça dans un atelier de extrusion des fibres de verre qui sont après enrobées de nanoparticules d'oxyde de titane. Donc, qu'est-ce que c'est oxyde de titane? C'est une matière cristalline, finement broyée. Elle est blanche, elle est utilisée comme une peinture blanche. Mais encore plus finement broyée, elle devient nanométrique. Les particules ne sont plus blanches, elles deviennent transparentes et elles absorbent très facilement les rayons ultraviolets, ce qui fait que nanopoudre de TiO2 est utilisée dans les crèmes solaires comme un filtre de ultraviolet. Et ça peut être utilisé aussi parce que une fois excité, le nano-TiO2 devient un catalyseur d'oxydation. C'est que si vous amenez, par exemple, dans le crépi des immeubles, des nanoparticules de TiO2, l'immeuble devient auto-nettoyant. Éclairé par UV, il va naturellement oxyder la matière organique, les poussières, ou la matière organique comme les moisissures qui peuvent se développer là-dessus. Et bon, là, c'est l'atelier de extrusion des fibres de verre qui sont après traitées par les nano-TiO2. Ici, c'est une partie emballage et ici, c'est une partie bureau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 36 points de mesure pour faire la cartographie de la pollution. Et on a mesuré, d'abord avec ce qui est le plus simple, avec les compteurs de noyaux de condensation, les concentrations de particules nanométriques s'il n'y a pas d'activité, s'il y a un seul extrudeur en activité et s'il y a 3 extrudeurs en activité. Vous voyez que sans activité, on arrive à ce qu'on a dit, qu'il y a quelques milliers de particules par centimètre cube, comme partout par ailleurs. Et en utilisant le processus industriel, on arrive jusqu'au 1000 fois plus, c'est-à-dire des millions de particules par centimètre cube. Ce qui est intéressant sur ces graphiques, c'est que les plus grandes concentrations sont autour des extrudeurs. Et là,
où où les fibres de verre sont recouvertes de nanoparticules, finalement, on a des concentrations moindres. On ne sait pas trop pourquoi. Et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces mesures. Comme je vous ai dit, on a utilisé toutes les techniques possibles. Et après l'analyse des résultats, on a trouvé que les particules étaient surtout tous nanostructurées, c'est-à-dire soit les agrégats, soit les agglomérats. Agrégats, c'est quand ils sont soudés entre elles, et agglomérats quand ils sont tenus par les forces de Van der Waals. Que le diamètre médian de ces particules nanostructurées, c'était à peu près 120-140 nanomètres avec un écart-type géométrique de 2. Que les particules primaires étaient sensiblement de 10 nanomètres, mais je vous ai dit pas en quelle définition de diamètre, parce que c'est toutes les définitions de diamètre mélangées. Et que la concentration est 1000 fois supérieure à la concentration naturelle. L'analyse chimique a montré que ces nanoparticules, c'est le SiO2. Et analyse structurelle par rayon X, c'est montré que ce sont des particules amorphes. C'est ce que les Anglais appellent le fumed silica. Quand on chauffe verre à une très grande température, on arrive aux condensats de verre qui sont des particules très fines et qui sont nanométriques et qu'on a trouvé beaucoup dans cet atelier, mais on n'a pas trouvé les nanoparticules de TiO2, lesquelles on a cherché. D'une part, il y en avait probablement beaucoup moins par rapport à SiO2, et d'autre part, probablement, elles étaient moins émises en suspension par le procédé technique que les fumed silica. Ma conclusion, c'est pour caractériser des nanoaérosols sur un lieu de travail, c'est un processus complexe et cher. Et il faut beaucoup de matériaux, beaucoup d'hommes, beaucoup de temps. Ça demande des techniques sophistiquées et le personnel hautement qualifié. Le traitement de résultats est long et exigeant. Les résultats sont souvent très intéressants, mais difficiles à interpréter. On n'a pas encore la possibilité de mesurer l'exposition des travailleurs. Comme pour les aérosols classiques, on avait des appareils de mesure individuelle qui mesuraient les fractions d'aérosols liées à la santé en fonction de aérosols échantillonnés. C'est pas encore possible, mais ce qui est possible, c'est toujours essayer de voir si la situation est à peu près normale ou s'il est excédent, et on peut faire des mesures de correction par le procédé industriel, par la ventilation, etc. Et si on fait les mesures avant et après, on peut voir est-ce que la situation s'est améliorée ou pas. Voilà. C'est la fin de mon exposé. Je vous, à la fin, présente quelques d'autres résultats de mesure dans les situations différentes. Et j'attire votre attention sur les clichés micrométriques qui vous montrent que les nanoparticules dans l'air sont pratiquement jamais seuls, séparés. Ils sont toujours agglomérés. Je ne sais pas si elles se dissocient dans les poumons. Probablement oui. Et je ne sais pas quel est leur devenir. Merci de votre attention. On a 5 minutes. Communication que j'ai trouvé personnellement, moi qui suis médecin, mais quand même très éloigné de nos particules, extrêmement précise et claire, tout en ne sachant pas trop, effectivement, comme le dit Peter, quelles sont les conséquences pour la santé. Effectivement, j'ai pas parlé de conséquences sur la santé parce que c'est un autre sujet qui a déjà été présenté ici par le professeur, comment il s'appelle, notre ancien collègue, Bertrand Rine, voilà. Qui est maintenant dans le Midi, dans le Sud-Ouest. Voilà.
Et d'autre part, on sait très peu, pour l'instant, sur la nocivité de ces particules. Très peu. Beaucoup moins par rapport aux aérosols classiques, où on a d'abord connaissait les maladies, après on a trouvé à quoi elles étaient dues. Maintenant, on s'intéresse aux nanoparticules, mais on n'a pas encore des maladies qui sont dues aux nanoparticules, surtout les particules nanostructurées ou les particules qui sont engineered, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le vague. C'est-à-dire, en raisonnant à l'envers, on peut imaginer que si on connaît les travailleurs qui, dans leur milieu, sont exposés aux nanoparticules, on peut peut-être voir s'il y a une incidence de maladies plus importante. Et ça, Oui, vous venez travailler à l'INRS. Oui, si vous voulez, ici, sur ces images-là, c'est la manipulation de nanoparticules. Pour l'instant, les manipulations sont toujours en faible volume, dans les espaces très protégés, très bien ventilés, plutôt dans ce qui fait que l'exposition des travailleurs elle est faible. On fait la prévention avant. mais ça vaudrait peut-être la peine de l'étudier dans des pays où les mesures de prévention sont très nettement insuffisantes. Il y en a certains. Mais bon, ça c'est vrai. Ces pays utilisent encore moins des nanoparticules pour l'instant. Sinon, bon, ce qu'on sait que, par exemple, le TiO2 dont on a parlé, quand on étudiait la silicose, on empoussiérait des rats par le quartz, broyé. Le TiO2 était utilisé comme une poussière inerte pour empoussiérer les groupes témoins. Et effectivement, c'était des aérosols très très inertes. Mais en devenant nano, les résultats que Bertrand Henry nous a présentés, il y a déjà les manifestations inflammatoires, il y a de la production des radicaux libres, c'est-à-dire il y a des suspicions de nocivité. Mais on n'en a pas encore le preuve. Après, ce qui est très intéressant, c'est pas la nocivité, mais aussi comment les particules vont se propager dans l'organisme. Bon, pour les particules plus grandes, on a des idées, mais pour les nanoparticules, il y a des équipes qui ont trouvé qu'ils peuvent se déplacer le long des neurones. Il y a des équipes qui disaient que éventuellement elles peuvent traverser la membrane cellulaire, et ça serait une nouveauté. Oui, bon, c'est des sujets qu'on a beaucoup traités. Effectivement, je vais reprendre mes études sur le soudage parce que je vois qu'il y a des nouveautés. Mais ce qui a troublé, c'était le phénomène de diffusion au niveau de l'oropharynx, pour des poussières pour des nanos, avec la possibilité d'être acheminé au cerveau compte tenu de la distance très courte par les voies olfactives. Et à ce moment-là, c'était une piste pour expliquer le mécanisme, le Parkinson organique, le Parkinson-like, qui on avait. Donc c'est une piste qu'on avait explorée pour trouver un parallèle avec l'aluminium pour expliquer éventuellement des atteintes par Alzheimer. Mais je ne sais pas où sont. J'ai quitté tout ça depuis un moment. Je ne connais pas d'actualité. Pascal? Bon. Oui, merci Peter. Quand on voit la machinerie dont vous disposez, on peut penser que d'autres laboratoires tentent les mêmes études, les mêmes expériences. Qu'en est-il? Est-ce que les conclusions sont du même ordre ou est-ce qu'elles vous rendent service à travers les publications? Oui. Je donne la parole à Sébastien Beau, qui est maintenant responsable justement de toutes ces études sur les nanoparticules. Mais ce que je veux dire, moi, ça se fait dans une large collaboration internationale avec
beaucoup de laboratoires européens, américains, les comparaisons, les nouvelles méthodes, etc. Sébastien, si tu peux donner quelques... Oui, je peux apporter des précisions. Effectivement, on travaille avec beaucoup de partenaires. Vous avez vu que le champ d'application est très très vaste, et donc pour essayer d'apporter des éléments, chaque partenaire va s'emparer d'une petite partie d'un sujet pour contribuer dans des conférences comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, apporter des éléments, comparer des instruments de mesure, des méthodes, des stratégies de déploiement, la manière dont on va instrumenter des situations de travail, et puis la façon aussi dont on va interpréter les résultats, puisque vous avez vu les chiffres, on a accès à de nombreuses mesures, et ensuite il faut une méthodologie qui soit pertinente pour interpréter tout ça et dire des choses qui sont intéressantes. Donc on travaille avec, comme le disait Pierre, les Allemands, les Anglais, les Américains, pour justement chacun apporte sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, pour partager au maximum les connaissances et essayer d'avancer un petit peu plus vite sur le sujet, plutôt que de travailler chacun dans son coin sans mutualiser. L'objectif étant d'apporter des solutions à court ou moyen terme. Et comme le rappelait Pierre précédemment, mais j'insiste là-dessus, mais les entreprises jouent vraiment beaucoup le jeu de la prévention. Et souvent, en fait, les personnels sont relativement peu exposés à ces substances, et ça, c'est une bonne nouvelle pour la prévention et pour l'INRS. Oui, je ne sais pas si notre ancien collègue qui est là, Jean-Claude Protois, peut apporter une lumière supplémentaire. Non, parce que moi, je n'avais travaillé sur les nanoparticules. Voilà. On en respire déjà suffisamment des grosses. Voilà. Il y a une angoisse sur les nanos. Du moment où on a commencé à vouloir étudier ça à l'INRS, on s'est aperçu qu'il y avait comme une levée de bouclier d'inquiétude. Avec, il faut interdire, il y avait une angoisse de l'inconnu. Donc on est toujours face à ça, je pense. Si. Alors ça va quand même un petit peu mieux parce que il y a des définitions, il y a des réglementations, il y a un étiquetage aussi maintenant qui a été mis en place, qui est obligatoire. La France a été le premier pays en 2013 à mettre en place une déclaration obligatoire des nanomatériaux. Donc toute entreprise qui fabrique, manipule ou distribue ou transforme plus de 100 grammes de nanomatériaux par an doit faire une déclaration auprès de l'ANSES. Et ça nous permet d'accéder à des chiffres. Alors je vais vous en donner juste un ou deux comme ça, mais en France, chaque année, sur le sol français, il y a à peu près 400 000 tonnes de nanomatériaux qui circulent, qui sont fabriqués ou qui sont transformés. Et pour autant, donc tous ceux-ci sont bien entendu déclarés, puis il y a tous ceux qui sont pas déclarés parce que les industriels ne savent pas qu'ils fabriquent des nanomatériaux, parce qu'ils savent pas qu'ils en achètent et qu'ils les incorporent dans des produits. Et donc c'est très difficile en fait d'avoir une cartographie complète des situations d'exposition, mais on estime à plusieurs dizaines de milliers de salariés les gens qui seraient susceptibles d'être exposés à des nanoparticules en suspension dans l'air. Le plus bel exemple, c'est le TiO2. À la mesure où on a vu que c'était un instrument magique pour les peintures auto-nettoyantes. On en mettait un peu partout, et d'un seul coup, il y a un focus sur la dangerosité du TiO2 qui a un peu tout bouleversé. Donc on est passé de Caribe en Silla. Ouais, ce qui veut dire que very small is not beautiful. Bon, pas d'autres interventions. Si, Jean-Pierre Alluc. Oui, je voudrais parler, on parle aujourd'hui de plus en plus de nanoparticules de plastique. Certes, ce ne sont pas des nano-aérosols, puisque c'est dans l'eau que ça se passe, ce sont les poissons qui sont concernés. Alors, est-ce que ça existe vraiment, ces nanoparticules de plastique? Est-ce qu'on peut différencier des nanos et des micros? Oui, bon. Il faut étudier justement la partie de l'océan où toute cette sauce, comme on dit, circule. Il y a énormément de grosses particules. Je ne sais pas combien de nanoparticules il y a entre eux. Il y en a sûrement, mais la plus grande masse de ces particules de plastique
sont plutôt micrométriques que nanométriques. D'accord. Donc c'est une erreur de dire nanoparticules de plastique. Non, c'est pas une erreur parce qu'il y en a. Ah, d'accord. Si vous permettez encore une remarque, au niveau de travail au laboratoire, vous avez vu que ces techniques sont nouvelles. Ces techniques sont indirectes. Ces techniques, ils mesurent quelque chose et nous, on essaie d'en déduire une autre chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail sur la calibration des appareils. Et ça se fait justement dans le laboratoire de l'INRS avec les aérosols de nanoparticules qui sont générés, qui sont calibrés, qui sont bien connus et qui nous permettent de étudier réponse de toute nouvelle technique de mesure.